On peut commencer? Oui, oui. Ok. Comment développer un sens de la responsabilité personnelle et de l'appropriation de ses actions et de ses résultats? Développer un sens de la responsabilité personnelle. Je pense que c'est d'abord dans les petites choses. Et éventuellement, cela revient à une chose. C'est prendre la responsabilité de son existence. C'est-à-dire prendre conscience du fait que, éventuellement, les différents choix que nous faisons, nous les faisons pour nous. Et à partir de ce moment, les conséquences de ces choix nous reviendront donc d'office. Et donc, la chose la plus aisée à faire, c'est donc d'en accepter la responsabilité. Parce que lorsque tu plantes une graine, éventuellement, elle va pousser. Tu vois un peu. Et l'idée en arrière-plan pour y arriver, c'est de faire une démarcation, d'accord, entre notre implication émotionnelle dans les choses et nos différentes aspirations dans la vie. Elle comprend que parce que généralement, tu vois, les gens vont se retrouver dans des situations et vont estimer que, ok, telle chose n'est pas de leur responsabilité, telle chose n'est pas de leur responsabilité. C'est plus simple à observer lorsque tu es en train de vouloir faire un choix. Tu vois la notion de responsabilité. Lorsque tu es en train de faire le choix, lorsque tu veux poser l'action, ok, c'est plus simple pour toi de te dire, ok, c'est ma responsabilité, etc. Puisque je suis évidemment en train de poser l'action. Mais lorsque on n'est plus à l'étape du choix et que c'est le temps des semences, beaucoup oublient qu'ils ont eu à planter des graines. C'est-à-dire que l'individu se trouve dans une situation, tu vois, et qui ne lui est pas forcément agréable. L'individu va oublier que, ok, cette situation n'est juste que le résultat, n'est juste que la conséquence de choix antérieurs que j'ai eu à faire. Que je m'en rappelle ou pas, que j'en sois conscient ou pas. Tu vois, que ce soit des choix conscients ou inconscients ne change rien au fait que la conséquence actuelle vient de ces choix-là. Et c'est à ce niveau-là que, au fait, ça peut être compliqué, au fait, pour les individus d'accepter la responsabilité, au fait. Mais pour simplifier la chose, la façon la plus terre à terre de voir la chose, si quelque chose a la capacité de t'affecter, c'est-à-dire d'avoir un impact sur ton existence, c'est que tu le veuilles ou pas, tu es responsable. Et si tu es responsable donc de cette conséquence sur ton existence, tu es donc responsable aussi d'avoir donc planté la graine à un moment donné. Tu vois. Donc l'idée, c'est d'accepter la responsabilité, non seulement des choix que nous sommes en train de faire, mais des conséquences. Et parce que généralement, l'individu justement va essayer de se défiler en rendant l'autre responsable. Oh, telle chose qui est en train d'arriver, c'est parce que telle personne a fait telle chose. Mais non, il n'y a pas moyen que ça t'a fait ou que cela ait une répercussion sur ton existence si tu n'as pas ta responsabilité engagée là-dedans. La preuve est que ça t'affectera peut-être toi, mais pas quelqu'un à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si on se suit un peu. Donc, l'idée simple, c'est de reconnaître la responsabilité dans toutes les formes de situations et de circonstances, d'accord, dans laquelle nous nous retrouvons. J'ai répondu à ta question. Hmm, Ok. oui. Et comment pratiquer la gratitude pour ce qu'on a, même dans des moments difficiles? Il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, peut-être en 2006, ça fait relativement 18 ans. Il y avait un monsieur de qui j'ai appris pas mal de trucs.
qui disait, il disait un truc que je comprenais pas au moment où il en parlait, mais que éventuellement j'ai fini par comprendre à un moment donné. Que le plus, le plus grand problème de l'homme, tu vois, au quotidien, sur le chemin de la connaissance de soi, ce n'est pas qu'il n'a pas fait ci, c'est pas qu'il n'a pas bien fait tel, etc. Non. Le plus grand problème de l'homme, c'est l'oubli. On oublie. Ce pourquoi j'en parle, c'est quoi? Lorsque tu évoques la gratitude, tu vois, que tu décides de faire des exercices de gratitude de façon consciente, c'est une chose. Mais encore faut-il te rappeler de le faire, tu vois un peu. Et en ce moment, ok, une certaine organisation peut aider. Mais en règle générale, on va oublier de faire preuve de gratitude. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris l'habitude, bon, généralement on n'a pas pris tôt, tu vois, d'être reconnaissant. Et ça, c'est éventuellement dû à un fait. C'est essentiellement lié à notre perception du monde. Parce que nous évoluons de façon... La façon dont nous évoluons, c'est comme si nous sommes tout le temps en quête de quelque chose. Nous voulons toujours quelque chose. Nous voulons toujours quelque chose. Et c'est un état qui est bien en soi, tu vois, puisque c'est lié à une certaine ambition. Mais là n'est pas la question. Le point est que tant qu'on reste dans cet état de, ok, je veux, on est plus focus sur les choses à venir, donc les choses qu'on n'a pas. On a donc tendance à perdre de vue les choses qu'on a. Et vu que on lie notre satisfaction au fait d'avoir les choses qu'on n'a pas, donc les choses qu'on veut, les choses qu'on n'a pas encore. La chose que tu veux, c'est quelque chose que tu n'as pas encore, mais tu estimes que dès que tu l'as dans ta vie, tu vas être satisfait, tu vas être comblé, etc. Donc dès qu'on lie notre satisfaction et notre plénitude à l'acquisition de ces choses qui sont de notre aspiration, on oublie d'office d'être satisfait et de se sentir complet à travers les choses que nous avons déjà. Et à partir du moment où on oublie d'être satisfait, c'est un oubli. Ce n'est pas qu'on ne veut pas être satisfait de ce qu'on a, mais on oublie au fait que ces choses-là, à un moment donné, c'était des choses qu'on voulait, qu'on a maintenant. Tu vois un peu? Et quand ces choses-là que nous avons actuellement sont entrées dans notre vie, elles nous ont permis d'être satisfaits. Mais on oublie que ces choses, la satisfaction que ces choses nous ont apporté, étant focus toujours sur le à venir, et y accordant tout le crédit, on manque donc de le faire pour les choses que nous avons devant nous. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens pour toi. Et donc, l'idée, c'est de se rappeler que cette chose que nous avons maintenant, qui semble si commune, qui semble genre, normale, était à une époque donnée quelque chose qu'on n'avait pas. Et pour laquelle on se disait, ah, si j'ai ça, je me sentirais tellement reconnaissant, je me sentirais tellement comblé. C'est toujours la même chose. À la seule différence que maintenant on l'a. Donc le sentiment de gratitude devrait toujours couler de soi. Tu vois un peu. Et donc l'idée c'est de se rappeler au quotidien autant que possible. Autant que possible. Ok. Tu t'assieds, tu évoques éventuellement telle chose pour laquelle. Ok, bon. Peu importe, telle chose est en train de merder, telle chose est en train de merder, je veux telle chose, je veux telle chose. Mais j'ai telle chose, encore heureux que j'ai telle chose, encore heureux que j'ai telle chose. Ça n'a pas forcément besoin d'être. Tu vois, quand on dit des de gratitude, quelqu'un peut s'asseoir et se dire, ouais, c'est merci pour tel, merci pour tel, merci pour tel. Oui, c'est bien si ça marche pour la personne. Le plus important, c'est le ressenti, tu vois un peu. Lorsque tu t'assieds et te dis merci pour telle chose que j'ai, merci pour telle chose que j'ai, et c'est comme un exercice mécanique, ce n'est pas tellement le but.
La gratitude, ce n'est pas dans les mots que tu emploies. Parce que lorsque tu veux être ingrat, ce n'est pas aussi forcément dans les mots. Lorsque tu n'es pas satisfait de ce que tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu te sens juste insatisfait. On se suit un peu. Donc, c'est plus dans le ressenti, d'abord. Lorsque tu n'es pas rassasié, par exemple, avant de le verbaliser, c'est un ressenti. Je ne me sens pas rassasié. Tu vois, ça manque. Tu vois un peu. Mais quand tu es plein, même si tu ne le dis pas, tu as le ressenti de. Donc, supposons que tu es plein et tu dis, je ne suis pas rassasié. Tu vois, ça fait fausse note. Ça ne colle pas. Mais ce qui va rester vrai pour toi, c'est que, ok, j'ai dit ça, mais c'est pas vrai parce que je me sens quand même rassasié. Donc la vérité va être dans le ressenti, plus que dans les mots. Les mots sont supposés être à l'image du ressenti. C'est-à-dire que les ressentis pour prendre forme dans le monde ou pour aller vers le monde auront besoin juste des mots. Les mots sont leurs vêtements. Donc l'idée n'est pas de jeter des vêtements sans quelqu'un pour les porter. L'idée, c'est que les vêtements qui sont là soient portés justement par le ressenti. C'est-à-dire, lorsque je dis merci pour une chose, lorsque j'évoque, tu vois, que ce soit des mots, etc., ça doit être en train d'habiller le ressenti de la gratitude. Maintenant, si le mot ne, merci, cette formule ne me permet pas d'évoquer le ressenti, je peux avoir une autre formulation. L'idée, c'est juste de trouver, tu vois, ce truc-là et de vraiment le ressentir. C'est un peu comme tout à l'heure, je disais, encore heureux que, tu vois. Lorsque moi je dis, encore heureux qu'il y a des choses qui marchent pour moi, je me sens plus dans la dynamique au fait de la gratitude que si par exemple je dis que merci pour des choses qui marchent pour moi. Donc à chacun de trouver sa formule, d'accord, pour exprimer la chose. Et c'est l'essentiel, tu vois. Et d'en faire un exercice quotidien, pas une corvée, mais genre, ça, faut juste trouver le moyen de mettre ça dans ses habitudes. Certaines personnes vont les mettre dans leur routine et au réveil, ça va être éventuellement l'une des premières choses qu'elles vont faire. C'est ce que je fais. Mais je ne le fais pas, genre merci pour tel, merci pour tel, merci. J'ai une prière littéralement que j'adresse et qui est en réalité, au fait, une prière de gratitude, au fait. Ce n'est pas quelque chose, je suis en train de demander quelque chose, mais c'est littéralement une prière de gratitude que je fais systématiquement, en fait. Et moi, les trucs du genre, je les fais dans ma tête, je ne les verbalise pas. Tu vois, donc je suis en train de faire autre chose. Tu me parles, je vais te répondre de la tête, mais je suis en train de faire quelque chose dans ma tête, au fait. Tu vois. Donc c'est un peu ça. À chacun de trouver sa formule et sa façon d'avancer à un moment donné. Mais la gratitude en soi va contribuer, d'accord, à améliorer notre perception de notre monde. C'est-à-dire nous apprendre à voir les choses de façon plus accomplie. Parce que ça permet de mettre notre attention sur les choses qui marchent déjà dans notre vie et les choses que nous avons déjà. Et donc sur la connotation positive de notre existence. Tu vois un peu. Et quand tu es en train de faire cela, tu n'es pas concentré sur ce que tu n'as pas. Donc tu n'es pas concentré sur le manque. Et donc, par défaut, tu es concentré sur l'abondance. Tu vois un peu. Puisque pour dire merci pour telle chose, c'est que tu l'as. C'est que tu l'as. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et comment trouver un sens à la poursuite de l'excellence et de l'amélioration de soi? Comment trouver un sens à la poursuite de l'excellence et De l'amélioration de soi. ça veut dire quoi? Je n'ai pas vraiment compris ce que tu es en train de demander exactement.
Comment trouver un sens à la poursuite de soi, De l'excellence. à la poursuite de l'excellence. C'est-à-dire, Ça peut être une réussite professionnelle, mais personnelle. ouais, c'est comment s'accomplir du point de vue de l'excellence, etc. etc. Parce que quand tu me dis comment trouver un sens, je ne sais pas si c'est le bon début de... En supposant que l'essence dont je parle, c'est l'accomplissement Oui, j'ai de compris la soi. partie là. La partie que j'ai pas compris, c'est le début, au fait. Quand tu dis comment trouver un sens à cela. C'est ça que j'ai pas compris. Peut-être, comment ça va si tu es sur le bon chemin de l'accomplissement? Non, de ce point de vue, les choses là ne mentent pas. Quand, quand tu prends la bouffe, tu la mets dans la bouche, pas dans les narines. Donc quand tu es en train d'avancer, éventuellement c'est quelque chose que tu sais, que tu perçois en fait dans ton quotidien, dans ta façon d'avancer. D'accord? Et c'est simple. C'est quoi tes standards, c'est quoi tes objectifs, tu vois? Et par rapport à tes standards, par rapport à tes objectifs, est-ce que tu es en train de les atteindre ou pas, tu vois? Et éventuellement, ça te permet de voir les différents chapitres de ton existence et ta progression au cours de ces différents chapitres, tu vois? Donc, si ton but, c'est d'atteindre l'excellence, cela suppose ce genre d'objectif en un et en deux. Une planification, c'est-à-dire une attitude qui va soutenir au fait l'accomplissement de cet objectif. C'est-à-dire, lorsque tu as un objectif de l'excellence dans un domaine, supposons dans un domaine financier, et supposons que tu as fixé une échéance pour cet accomplissement, pour cet objectif. La deuxième chose, c'est, OK, ça c'est, je dis du n'importe quoi, peut-être que c'est un objectif dans 6 mois. L'idée c'est, OK, et donc, à petite échelle, ça va ressembler à quoi? Ça suppose que chaque mois, quel est l'objectif que je dois pouvoir accomplir chaque mois pour que 6 mois plus tard, mon objectif réel soit atteint. Tu vois un peu. Et lorsque tu as décliné l'objectif mensuel, la question maintenant c'est de savoir hebdomadairement par exemple, quelles sont les actions que je dois poser, d'accord, et qui vont me permettre d'atteindre l'objectif mensuel. Parce que dès que l'objectif mensuel est atteint et que je répète la même chose le mois suivant, forcément l'objectif mensuel du deuxième mois va être atteint. Tu vois un peu. Et éventuellement, mon objectif sur les 6 mois va juste littéralement être atteint sans que je n'ai autre chose à faire. Donc l'idée c'est de, je ne vais pas dire de décortiquer, mais de... quel mot je vais utiliser? Je vais dire de démembrer, tu vois un peu les différents axes qu'il va falloir prendre pour l'atteinte au fait de l'excellence, peu importe le truc. Et l'idée, c'est que lorsque l'un des objectifs est atteint, d'accord, de pousser le bouchon encore plus loin, au fait, en termes d'objectifs. C'est plus que ça. Ce n'est pas plus que ça. L'excellence d'un certain point de vue va dépendre aussi naturellement de la sphère de l'existence, tu vois, de ton essence pour laquelle tu veux l'atteindre. Si c'est sur le plan de ta carrière, c'est faisable. Si c'est sur le plan financier, comme je l'ai évoqué aussi, c'est faisable. Si c'est sur le plan de la physicalité, c'est-à-dire sur le plan, euh, supposons que tu fais tu as une discipline sportive. Voilà. Et donc, ça reste pareil. Et en dehors de la poursuite de l'excellence, tu as parlé de quel autre point? L'amélioration de soi.
L'amélioration de soi. Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Puisque éventuellement, chaque sphère de l'existence d'un homme va quand ce dernier va travailler de façon à atteindre un objectif lié à cette sphère, cela va donc le pousser à s'améliorer, au fait. Il ira juste de l'avant, mais de façon totalement holistique. Parce que ça va le forcer à être quelqu'un de différent. Ça va le forcer à être quelqu'un qu'il n'était pas. C'est bon? Et que signifie être authentique et vivre une vie fidèle à soi-même? Être authentique et vivre une vie fidèle à soi-même. Être authentique, c'est être vrai avec soi-même. C'est se dire la vérité à soi-même. Ça peut sembler basique comme truc là, mais c'est juste être honnête avec soi-même. Ça, et ne juste pas se bullshiter. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est gris, c'est gris. Quand c'est noir, c'est noir. Point. C'est être le plus stoïque possible, quelle que soit la situation. Euh, Éventuellement, ce sera la seule façon de vraiment avancer. La personne qui peut t'aider à sortir d'une situation merdique, c'est la personne qui a le plus grand sang-froid possible. Lorsque il y a un vol et que on est dans une zone de turbulence, tu veux que ton pilote ait du sang-froid. On se suit un peu. Tu veux pas qu'il panique, c'est-à-dire qu'il se laisse aller à ses émotions, qu'il ait le sang-froid pour évaluer la situation et prendre les bonnes décisions. Tu vois. L'idée, ce, ce pourquoi je fais ce qui semblerait être un détour, c'est que pour être honnête avec soi, ce qu'il ne faut pas écouter, c'est ses émotions. Il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont sans s'impliquer au fait émotionnellement au fait dans la dynamique de ce qui se passe. Et maintenant ensuite, on décide. Parce que dès que on implique nos émotions, on aura tendance à essayer de se protéger nous-mêmes, de nous-mêmes, ce qui est ridicule. En fait, quand tu regardes ça de loin, c'est ridicule parce que c'est se torpiller soi-même, au fait. Ça n'a juste pas de sens. L'idée, c'est de prendre les choses littéralement pour telles qu'elles sont et se le dire telles qu'elles sont. Et donc d'évaluer, ok, voilà, c'est une zone de turbulence, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Mais regardez par exemple la zone de turbulence et se dire non, c'est pas une zone de turbulence, c'est pas à cause de moi que c'est la zone de turbulence, c'est ça. Essayez de se protéger du fait que, ok, c'est à cause de moi que je suis dans une zone de turbulence. Et ça n'a juste pas de sens. Tu vois? Donc, être vrai avec soi-même et avancer. Et l'idée, il y a quelques années, j'ai lu un truc qui m'est resté. Je crois que je t'en ai parlé une fois. Qui m'est resté. Qui dit mon existence. Ça fait partie des choses qui dit mon existence. Ou c'est juste une phrase qui dit above all, be true to thyself. Au-dessus de tout, sois vrai avec toi-même. Au-dessus de tout. Pour dire à quel point c'est la chose la plus importante. Sois vrai avec toi-même. Si tu ne peux pas être vrai avec toi-même, tu ne pourras jamais être vrai avec le monde. C'est-à-dire que tu vas supposer être en train de dire la vérité aux gens, mais en réalité, tu n'es pas vraiment honnête. Parce que tu n'arrives même pas à te dire la vérité à toi-même. Quand tu as merdé, tu ne peux juste pas te dire, ok, ouais, j'ai merdé. Par exemple. Tu vois un peu. Quand le truc est blanc, tu n'arrives juste pas à te dire. Donc, il n'y a juste pas moyen que ça rejaillisse sur le monde de ton entourage. Donc, l'idée, à partir de ce point-là, c'est de s'observer. Même quand on discute avec nous-mêmes,
se demander, ok, est-ce que ce que je me suis dit que la situation, est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que je ne suis pas en train de me cajoler? Est-ce que je ne suis pas en train de me sucrer la chose pour que ça passe tranquille? Non. Et il faut trouver le moyen donc de mettre des filtres, d'accord? C'est un peu comme des épreuves. Si mon raisonnement ou si qu'on appelle-t-on? L'opinion que j'ai de la situation arrive à passer tel filtre, ok, ça suppose que effectivement l'opinion que j'ai est une opinion juste. Mais si ça fois un ou plusieurs filtres, ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans mon raisonnement. Et donc mon raisonnement est faux, donc mon opinion est fausse. C'est aussi simple que ça, et ça c'est entre moi et moi-même. Maintenant, si mon opinion est fausse, je me demande donc la chose suivante, c'est quoi? Ok, qu'est-ce que serait alors l'idée juste pour la situation? Et là, tu reprends à zéro comme un enquêteur. Un enquêteur, il n'attrape pas la première personne pour dire, ah, toi, je ne t'aime pas, ou bien toi, tu es trop moche, c'est sûrement toi le coupable. Non. Il laisse les preuves lui raconter l'histoire. Les éléments de preuve lui racontent qu'est-ce qui s'est passé sur la scène. Et donc, lorsque tu comprends que, ok, éventuellement, je n'avais pas, l'idée que je me fais de la chose n'est pas la bonne, je, je repars à zéro. C'est quoi les éléments que j'ai comme information? Et qu'est-ce que me disent ces éléments-là? C'est pas qu'est-ce que je pense. Qu'est-ce que les éléments eux-mêmes me disent? Séparément, puis en combiné. Et là, j'ai plus de chances de tirer quelque chose de plus vrai. Qui ça fait avancer? Moi. Parce que maintenant, je n'avance plus avec quelque chose de flou comme concept ou comme idée. Je ne sais pas si on se suit un peu. C'est-à-dire que tout développement de la personnalité est un processus. Ça ne s'improvise pas. Il suffit pas, ce n'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé et puis, oh, c'est donc ça. Non. C'est un, lorsque tu as, lorsqu'on te, lorsque tu es en train de, lorsqu'on te donne les pièces comptables, etc., d'une entreprise, on te donne les documents d'une entreprise et on te demande de faire l'état financier, il y a chacune des étapes à suivre. Si ton aide comptable n'a pas fait les flux, tu vas faire les flux. Si ça peut t'aider pour classer avec les différentes pièces comptables que tu as. Après ça, tu vas faire ton bilan. Tu vois un peu. Après le bilan, etc. etc. Ton grand tableau. On se suit un peu. Ce processus, les différentes étapes que tu suives ne dépendent pas de l'entreprise. Je ne sais pas si on se suit un peu. Je ne suis pas dit, ah, c'est pas parce que c'est l'entreprise A, donc je vais faire le état financier de telle façon. Non. Indépendamment de l'entreprise qui te donne ces documents, ça va être le même processus. Et si à la fin, le résultat est par exemple pour le bilan, si c'est positif, c'est positif. Si c'est négatif, c'est négatif. Et ce n'est pas toi qui le dis. Tu as fait passer l'entreprise à travers les différents filtres. Et c'est les filtres qui ont ressorti ce qui est vrai. Pas ce qui semble être vrai. Parce qu'une entreprise peut sembler être, par exemple, ouais, bien gérée, tu vois, en bonne santé financière, puisque éventuellement peut-être ils ont des bonus, ce genre de truc. Donc ça suppose que tout va bien. Et puis, ben, on fait un état financier, on se rend compte que ben, c'est le rouge. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc, l'idée que nous faisons d'une chose n'est pas, ce n'est pas dit que c'est supposé être vrai. C'est dit que c'est supposé être challengé. Et chacun doit avoir à son niveau des éléments pour se challenger lui-même ses idées. Et en vrai, avant de les sortir de ta bouche et de les balancer dans le monde, la première chose à faire, c'est de les avoir challengées. Et c'est seulement lorsqu'elles sont valables. Pas juste parce que je les ai pensées, non.
Je les ai pensées, je les ai challengées, elles ont passé l'épreuve, elles ont passé l'épreuve du feu. Maintenant, je peux proposer ça comme quelque chose de vrai, pas avant. Et en ce moment, ce n'est pas vrai parce que c'est moi qui le dis. Genre parce que je veux que ce soit vrai. C'est vrai parce que ça a passé l'épreuve. On se suit un peu. Et ça, lorsque je le fais avec moi-même, même si ce n'est pas pour en parler avec quelqu'un, au quotidien, ça me permet de voir les choses plus clairement dans mon existence et de voir l'impact réel des choses dans mon existence. Et forcément, je vais avancer plus simplement parce que je suis vrai avec moi-même en partant de ce point-là. Je travaille de façon à être vrai avec moi-même. Et parlons de fidélité. Fidélité, c'est loyauté. La première personne à qui je dois de la loyauté, c'est moi-même. Et si je dois de la loyauté à quelqu'un, cela suppose que cette personne-là est importante pour moi. Et je veux le meilleur pour cette personne. Et je veux donc du vrai pour cette personne. Donc je ne me vois pas avoir une relation pas vraie avec une personne avec qui je me dis être loyal. Et quand il s'agit de moi-même, la première personne donc avec qui je suis loyal, la première preuve de loyauté vis-à-vis de moi-même, c'est me dire la vérité à moi-même. Là, quelqu'un qui est loyal ne fera pas semblant avec toi. C'est des qualités qui iront l'une avec l'autre. Quelqu'un qui est loyal vis-à-vis de toi aura l'honnêteté de te dire les choses telles qu'elles sont. Sera à tes côtés, mais aura l'honnêteté de te dire les choses telles qu'elles sont. Difficile de me dire que, ok, par exemple, tu as quelqu'un qui est loyal, mais la personne te ment. Ça ne colle pas. Donc, éventuellement, la plus grande preuve de loyauté que je peux avoir vis-à-vis de moi-même, c'est en étant mon premier support. Mais pour être mon premier support, je dois pouvoir me dire les choses telles qu'elles sont. C'est la seule façon que j'ai vraiment de m'aider moi-même à avancer. Peu importe la sphère de mon existence. Lorsque je suis en train de merder, je suis en train de perdre du temps. Je suis en train de perdre du temps. Ok. Je n'ai pas encore changé de truc. Je suis toujours en train de perdre du temps. Mais je me dis, oui, je suis en train de perdre du temps. Je me dis pas, non, en fait, c'est à cause de... Non, pas de bullshit. Je suis en train de perdre du temps et je suis ok avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Combien de temps je pense que ça peut me prendre pour sortir de cette situation? Et maintenant, je peux planifier. Ok, si je fais ci, ça va me permettre de gagner plus de temps, etc. De m'organiser autrement, etc. J'évalue au fait pourquoi est-ce que je suis en train de perdre du temps à la base. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour changer chacune des raisons, donc chacun des pourquoi. Et éventuellement, ça me dessine. Ce qui fait que je deviens la personne qui m'aide moi-même. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Ça peut sembler décalé par rapport à la question de départ, mais c'est juste que, tu vois, être vrai avec soi-même, être loyal, va décider du reste. C'est-à-dire que ça a des implications sur le reste de ton attitude vis-à-vis de toi-même et de ton interaction avec le monde, en fait. C'est pour ça, au-dessus de toute chose, sois vrai avec toi-même, puisque tout va découler de ça. Si tu n'es pas vrai avec toi-même, tout va découler quand même de ça. Donc c'est un peu ça. Comment surmonter les pressions et les atteintes de la société pour tracer sa propre vie ou bien sa propre voie? Comment surmonter les pressions et les attentes de la société? En fait, la réponse simple, c'est la suite de la question. La suite de la question dit quoi? Pour tracer sa propre voie. C'est la réponse. Tracer sa propre voie. Lorsque tu marches sur la voie,
tracé par d'autres, les autres vont te pousser pour que tu continues d'aller dans le sens que eux ils ont décidé. Lorsque tu traces ta propre voie, tu es seul sur ta propre voie. Maintenant, éventuellement, ça ne veut pas dire que ils vont pas continuer de te faire des histoires. Mais pourquoi est-ce que tu es pas en train de faire ça? Non, là n'est pas la question. L'idée est de savoir qui tu décides d'écouter. Toi ou la société. Parce que dans tous les cas, chacun va proposer une voie. La société va proposer la voie qu'elle estime être optimale. Mais toi, qu'est-ce que tu te proposes à toi-même? Et lorsque tu t'es proposé une voie, pourquoi est-ce que tu devrais arrêter donc de t'écouter et écouter la société? En ce moment, ça n'a plus de sens. On se suit un peu. Donc, le point de départ, c'est de décider pour soi-même, ok, qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à telle chose? Et d'aller dans le sens. Et en ce moment, la pression de la société, c'est un peu comme un bruit lointain que tu entends à peine. Parce que, en règle générale, tu es plus concentré par ce qu'il te faut pour avancer sur la voie que tu t'es tracée, que tu es en train de tracer. On se suit un peu. La pression sociale est une chose, mais l'idée, celui qui cède à la pression sociale, c'est celui qui écoute ce qui vient de l'extérieur. L'idée, c'est de s'écouter soi-même plus que ce que l'on écoute de l'extérieur. Tu me suis? Quand tu es concentré sur ta vision, peu importe ce que dit le reste du monde. Et la deuxième chose à faire, c'est de, je ne veux pas dire de trier, mais d'être sélectif par rapport à l'entourage. C'est-à-dire, éventuellement, de s'entourer de personnes qui ont une plus-value, d'accord, dans notre existence, et de réduire tout au moins les interactions avec les gens qui n'en ont pas. Et donc des gens qui vont essayer de te tirer vers ce que tu ne veux pas. Réduire les interactions. On se suit un peu. Si tu as quelqu'un qui, je dis du n'importe quoi, quelqu'un qui veut souvent t'emmener à faire quelque chose d'illégal, d'illicite, ce n'est pas exactement l'exemple pour la question, parce que la question c'est par rapport à genre, la pression sociale. Mais quoique dans ce genre de contexte, il y a souvent une certaine pression, c'est-à-dire tu as peut-être des gars avec qui tu as toujours été, et genre, peut-être ils font des trucs qui ne sont pas vraiment légaux, et tu dis, mais toi aussi essaie, non, toi aussi essaie. Il y a une petite pression là, ok, bon, pourquoi pas, ce genre de truc. C'est pas l'exemple parfait, mais je pense que c'est quand même un exemple qui peut expliquer la situation. Même si tu ne peux pas les sortir totalement de ta vie, tu peux réduire le temps que vous passez ensemble. Et le temps, à chaque fois que tu réduis le temps que vous passez ensemble, le temps réduit, tu l'alloues à l'accomplissement de toi, ta vision du monde. Et éventuellement, dans le temps, vous n'aurez plus vraiment d'occasion de vous rencontrer parce que vous serez littéralement sur des voies, pas opposées, mais des voies différentes, tout simplement. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Mais cela va partir par, même si tu ne peux pas exclure les gens de ton environnement, limiter les interactions et trouver des stratégies pour limiter les interactions là. C'est tout. Ok. Et quel est le rôle de la responsabilité et de la liberté dans la construction de notre vie? Le rôle de la responsabilité et de la liberté Euh, dans notre vie.
faut comprendre que toujours en commençant par la fin, notre vie, elle est nôtre. On est d'accord? C'est-à-dire que c'est ma chose. Ma vie, elle est ma chose, pas la tienne. C'est-à-dire que j'ai l'entière souveraineté. Il n'y a rien de... Il n'y a personne au-dessus de moi quand il s'agit de ma vie. On se suit un peu. Ce qui fait que ce que ma vie devient, elle est entre mes mains. Donc j'ai l'entière liberté d'en faire ce que je veux. Mais vouloir en faire quelque chose implique le choix de faire quelque chose. Donc ça suppose des actions que je peux poser pour impacter ma vie et l'orienter dans une direction bien déterminée. On se suit. Mais pour chaque action que je vais poser, il y aura un retour, donc une conséquence. Ça va de soi. Parce que ce serait bizarre que j'appuie mon interrupteur et que la lampe ne s'allume pas. Je ne vais pas trouver ça normal. Ce serait bizarre que je plante des grains de maïs et que ça ne pousse pas. Je ne vais pas trouver ça bizarre. Lorsque je pose une action, je m'attends par défaut à une conséquence. Que la conséquence soit positive ou négative n'est pas la question. Quoi qu'il en soit, je m'attends à une conséquence. On se suit un peu. Donc, ma liberté, ma souveraineté va décliner une liberté qui vient avec. Et cette liberté va décliner des choix. Et ces choix-là vont engendrer des conséquences. Le, le rapport entre le choix et les conséquences établissent ma responsabilité. C'est-à-dire, je suis libre des choix que je fais, mais pas des conséquences de ces choix. Je ne sais pas si on se suit. Ce qui établit donc ma responsabilité vis-à-vis non seulement des choix, mais aussi des conséquences. C'est la notion de responsabilité qui permet de lier à un individu les conséquences d'un choix. Ce n'est pas la responsabilité établie par la société, non. C'est de la nature même, de la dynamique de la relation de cause à effet que naît la responsabilité. Parce qu'il faut quelqu'un pour émettre une cause. Et c'est à la source de la cause que va retourner l'effet. Je ne sais pas si on se suit. C'est un peu comme si je te dis, moi je ne veux, il n'y a pas un monde où je vais manger, toi tu vas être rassasié. On se suit un peu. C'est établi comme ça, pourquoi? Ça aurait pu être hasardeux. Je mange ici et à l'autre bout du monde, quelqu'un d'autre est rassasié. Ça reste toujours action-conséquence. Mais la personne qui est supposée avoir la conséquence n'est pas la bonne personne dans cet exemple. Ce qui permet de lier l'action et la conséquence à la source, c'est-à-dire la personne qui a émis l'action, c'est la notion de responsabilité. Et la notion de responsabilité, c'est un peu comme ownership, c'est-à-dire c'est la propriété, à qui ça appartient. Lorsque tu as une maison, tu as les documents qui prouvent que c'est ta maison, c'est ta chose. On se suit un peu. C'est pareil. La notion de responsabilité, c'est un peu comme les documents, c'est une image. C'est un peu comme les documents, même si ce n'est pas des documents, mais qui disent dans l'invisible, c'est le propriétaire des conséquences là, ça. Il est propriétaire parce que c'est lui qui a émis telle action. C'est lui qui a planté la graine. Donc, il est propriétaire des conséquences. On se suit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La liberté et la responsabilité sont donc intimement liées. Et cela passe par la notion de causalité, c'est-à-dire action-conséquence. Aussi simple que ça.
J'ai répondu à ta question. Et comment trouver un sens et un but dans un monde qui semble indifférent à notre existence? Le sens et le but de notre vie ne dépendent pas du monde. Il dépend entièrement et exclusivement de nous. Le monde n'est pas supposé remarquer notre existence. Nous sommes supposés, je ne vais pas dire imposer notre existence au monde, mais c'est-à-dire briller tellement que la seule chose que le monde pourra faire ne sera que d'accepter, de reconnaître que nous sommes là. Ce n'est pas le job du monde, c'est-à-dire de la société, c'est le job de personne, tu vois, de nous valider. C'est à nous-mêmes de nous valider nous-mêmes d'abord et de créer suffisamment de mouvements, de remous, d'impact. Pourquoi? Non seulement attirer l'attention, mais créer de la valeur. Et maintenant, le monde constate que nous avons de la valeur. Notre valeur ne peut pas nous être accordée ou apportée par le monde. Notre validation de, OK, nous existons ou nous avons de la valeur ne vient pas du monde. Ça doit venir de nous. La preuve, c'est que le monde joue son rôle. Il n'en a rien à foutre. Il en est indifférent. La seule façon de l'amener à quitter de cet état d'indifférence à ce que nous voulons, c'est en faisant bouger les choses dans notre position. En faisant bouger les choses. Il n'y a pas 36 solutions. Sinon, c'est un truc à attendre toute sa vie. Ok. Et que signifie créer ses propres valeurs et vivre une vie d'authenticité existentielle? Créer ses propres valeurs et vivre une vie d'authenticité existentielle. Bon, est-ce que je ne sais pas si la question est telle qu'elle devrait être posée. Mais créer ses propres valeurs, c'est créer ses propres valeurs, c'est décider au fait des astres de son existence, les valeurs fondamentales sur lesquelles on veut asseoir notre existence, tu vois, et avancer suivant ces valeurs. Littéralement, c'est juste tracer notre propre voie. Tracer notre propre voie. Si tu m'avais demandé comment tracer notre propre voie, c'est-à-dire si la réponse que j'ai donnée, c'était ça la question. Si c'était ça la question, ma réponse aurait été la question que tu as posée. Relis la question que tu as posée. Comment créer ses propres valeurs et vivre une vie d'authenticité existentielle? Ça aurait été ma réponse. Créer sa propre valeur et vivre une vie d'authenticité existentielle. Je vois. Ok. Et comment assumer la responsabilité de ses choix et de la direction de sa vie? Je crois qu'on a évoqué ça de long, large tout à l'heure. Et selon toi, comment surmonter la peur de la mort et vivre une vie de raison dans un moment présent? Comment surmonter la peur de la mort et vivre une vie de... Raison
dans le moment présent. Encore une fois, la réponse ou une partie de la réponse est dans la question. Il faut vivre dans le moment présent autant que possible. C'est la seule chose, c'est-à-dire il faut être conscient, d'accord, au présent, pas au passé et au futur. Généralement, la peur de la mort, bon, c'est une peur future. On se suit un peu. C'est une peur pour un truc futur. Mm. Ouais, mais l'idée, c'est de ramener la balle à terre, en fait. C'est un peu comme le truc qui traîne sur le net où je crois que c'est Bill et son chien, un truc bizarre. Je sais pas si c'est le chien qui s'appelle Bill ou si c'est le petit qui s'appelle Bill. Et ils sont assis et puis l'un dit que on, on, on ne meurt qu'une fois. Il y a un truc bizarre comme ça, il dit. On ne vit qu'une fois. Voilà. L'un dit on ne vit qu'une fois et puis l'autre dit non. On vit tous les jours en fait. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc. L'idée c'est que c'est ici et maintenant que la chose se passe. C'est ici et maintenant que notre vie se déroule. Tu vois un peu. Et les peurs de... La peur de la mort, c'est la peur de perdre. D'accord? Et franchement, je ne peux pas dire exactement, en dehors de vivre au présent, comment si elle serait. La deuxième chose que je peux dire en dehors de vivre au présent, c'est juste comprendre, si on veut, on peut dire accepter, mais comprendre que, ok, inévitablement à un moment donné, voilà, tu vois, c'est quelque chose qui arrivera et que ça fait partie de la dynamique des choses. Et en règle générale, nous le savons tous, c'est juste que nous ne voulons pas que ça arrive, ou du moins que ça arrive tôt, ce genre de truc. Mais l'idée, c'est, je crois, c'est de ramener la chose à l'instant présent. D'accord? Se concentrer au fait sur ce que l'on a, donc sur l'instant présent. Et je pense que ça permet de nous détacher au fait d'une conception future. Et maintenant que j'y pense, au fait, avoir la peur, tu vois, de la mort, je pense que c'est aussi une façon pas très optimiste au fait de voir les choses. Donc l'idée aussi serait de travailler, tu vois, sur notre vision optimiste des choses. Donc, quitte à penser au futur de temps en temps, autant mieux y penser sur des notes positives, tu vois un peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans le futur. La mort va être inévitable, que je vive 1000 ans ou 2000 ans n'est pas la question. À un moment donné, la mort va être inévitable. Mais entre maintenant et les 2000 ans qui me restent à vivre, pourquoi la seule chose à laquelle je décide de penser maintenant, c'est à la fin des 2000 ans? Et pour chacune des années qui va se dérouler entre maintenant et la fin de cette existence, c'est des choses auxquelles je pourrais penser. Tu vois, en termes de trucs que je pourrais mettre en place, etc., etc. Tu vois un peu. À un moment donné, ça reste juste. C'est vrai, c'est une projection. Et ça reste une vision, en fait, sombre. Bien qu'il y ait des raisons de penser à des choses positives aussi. Parce que c'est un potentiel de trucs qu'on peut réaliser. Pour les trucs que l'on pourrait réaliser, pardon. Je ne sais pas si on se suit. Si je dis, il te reste 2000 ans à vivre, tu penses à tout ce que tu pourrais réaliser en 2000 ans. Tu vois un peu le truc. Mais l'autre peut juste essayer de penser que, oh, après les 2000 ans qui n'est plus là, ça reste un choix à un moment donné. Mais l'idée, c'est d'apprendre progressivement à décaler notre attention, tu vois, de la connotation négative que nous avons des choses et l'orienter vers les choses plus positives. Parce qu'il y a éventuellement beaucoup de choses positives, en fait, vers lesquelles on pourrait orienter notre attention. Même si on est dans une projection dans le temps. Mais l'idéal, c'est d'être dans l'instant. L'idéal, c'est d'être dans l'instant, en fait. Donc, c'est un peu ça ma réponse. Ok.
Et quel rôle jouent les relations dans la création d'une vie pleine de sens Quelle relation? dans la société? Tu peux répéter la question? Quel jour les relations dans... Dans la société. Bon, con- par rapport à une vie pleine de sens. Moi, dans les piliers que j'ai établis pour mon existence, il y a le point relationnel. C'est-à-dire, à chaque fois que je veux pilier, c'est les différents axes d'existence. Et l'idée, c'est de travailler pour être accompli, c'est de travailler sur tous les axes au fait de l'existence et donc de progresser, d'accord, sur les différents axes de l'existence. Les relations, pardon, sont, c'est connu, sont importantes. Donc, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que elles sont vitales, d'accord, pour notre propre épanouissement. Pourquoi je le dis? Je causais avec un ami une fois et il me faisait comprendre que les interactions humaines font partie des choses qui... Non, je vais le dire dans l'autre sens. Généralement, lorsque un individu va manquer d'interaction humaine, il aura tendance à devenir vite sénile. Tu vois un peu, il aura tendance à vite devenir sénile. Pour dire à quel point les interactions humaines sont importantes au fait pour nous, pour notre propre équilibre mental, d'accord? Et, et pour tous les avantages qu'on pourrait tirer en dehors au fait d'un bon équilibre mental. Et qui parle d'équilibre mental parle de santé mentale. Donc, relation humaine a un impact sur notre santé mentale. Et c'est seulement des relations humaines, d'accord, que nous pourrons tirer les différentes formes d'avantages, c'est-à-dire par rapport aux différentes choses que nous voulons concrétiser dans notre existence, etc., etc. Ce qui suppose quoi? Qu'il faut définir, au fait, la qualité d'individus avec lesquels l'on veut avoir des interactions. Parce que c'est clair que un individu ne sera pas en relation avec tous les humains de la planète. On se suit un peu. Il y aura, quel que soit le nombre de personnes que tu connais, ce sera toujours un nombre fini, un nombre limité d'individus. Ça, c'est un. Et en deux, quel que soit le nombre d'individus que tu connais, il y aura souvent un certain nombre d'individus avec qui tu seras le plus souvent d'accord, en contact et en échange. Donc l'idée est de définir la qualité des individus. Parce que la qualité des individus là va définir la qualité au fait de ta vie. Parce que les différents trucs que tu vas en tirer en termes d'équilibre mental, etc., vont découler au fait donc de la communication, du type de communication que vous avez, des échanges que vous avez. On se suit. C'est un peu comme, tu vois, aujourd'hui, j'étais en train de discuter et puis je me prenais la tête pour des trucs qui sont genre du basique pour moi, en fait. C'est juste ridicule c'était juste ridicule comme discussion, en fait, ce que je menais comme discussion. Mais l'idéal, parce que ce n'est pas sain. L'idéal, c'est de se soustraire de ce genre d'état mental. Mais pour se soustraire de ce genre d'état mental, cela va dépendre éventuellement aussi de la qualité, non seulement des interactions, mais des individus avec lesquels tu as des interactions, en fait. Je ne sais pas si on se suit un peu. C'est un peu ça. Ok. Et comment trouver un sens au service d'une cause plus grande que soi? Hmm. Un sens au service d'une cause plus grande que soi.
Je pense que ça passe du point fondamental qui sera éventuellement de définir pour soi-même, d'accord, ou de trouver déjà une cause pour laquelle, d'accord, l'on voudrait, l'on voudrait se donner. Un. Et en deux, une cause plus grande que soit suppose une cause dont l'impact dépasse notre propre existence. C'est-à-dire, en termes de bénéfices, l'impact, d'accord, concerne beaucoup plus. Je vais pas parler de l'humanité, mais un nombre important de personnes, d'accord? Et cet impact perdu au-delà de notre existence, d'accord? Et il faudrait donc que cela soit quelque chose qui ait du sens, non seulement pour nous, mais pour les gens que nous voulons toucher. On se suit un peu. Que cela ait du sens pour nous et pour les gens que nous voulons toucher. Et l'idée, c'est juste de s'y donner, au fait. C'est un choix, mais ça devient une mission. Et l'idée, c'est de saisir chaque occasion, d'accord, pour aller dans la direction, en fait, de cette mission, dans l'accomplissement de cette mission. Ok. Et quelle est la valeur de l'amour, de l'amitié, de la compassion dans l'existence humaine? Tout cela, tous ces éléments vont définir les interactions humaines. Et fondamentalement, c'est les mêmes notions, mais à décliner différemment suivant le contexte. D'accord? Les mêmes notions déclinées différemment suivant le contexte. Et elles définissent juste la dynamique interhumaine, en fait. Elles définissent c'est ce qui fait la dynamique entre humains. En grande partie, idéalement, une dynamique saine, une dynamique équilibrée va être dictée au fait par ces états-là. Donc, ça. Ok. Et quels sont tes talents et capacités uniques et comment tu les mets au service des autres? Le talent et ma capacité. Comment je réponds à ça? Et comment je les mets au profit des autres? La chose que je peux dire là-dessus, c'est que éventuellement, je trouverai toujours suivant l'individu le moyen, d'accord, de lui apporter une solution suivant le contexte, suivant le problème. Pas que je déciderai pour lui d'accepter la solution ou que je résolverai pour lui le problème par exemple, tu vois. Mais ce que je peux faire, ce que je fais, c'est apporter une solution et le reste, c'est son entière responsabilité. Ça reste son choix, tu vois. Et en termes de capacité personnelle, je pense que là, la question, tu parles de moi spécifiquement, c'est ça. Ça peut sembler vague ce que je vais dire, mais ça va rester vrai. Je, je peux me... J'ai une grande capacité d'adaptation. Ce qui fait que potentiellement, je ne peux pas te dire, ok, je suis capable juste de tel ou juste de tel. Parce que je sais que éventuellement, peu importe la chose dans laquelle tu vas me mettre, je trouverai le moyen, tu vois, d'en faire quelque chose de productif. Si tant est que
ça me tient à cœur. Tu vois un peu. C'est tant que ça me tient à cœur. Tu vois, les gens ne trouveront pas d'avoir plusieurs casquettes, etc. Et pour moi, ça va dépendre juste du contexte, d'accord, et de la dynamique. Quand je dis plusieurs casquettes, c'est juste l'image. Quand on dit que quelqu'un a plusieurs casquettes, il est capable de faire ci, il est capable de faire ça, il est capable de faire ci, il est capable de faire ça. Tu vois un peu, etc. C'est juste une dynamique. Je suis pas super polyvalent. Mais pour le dire simplement, c'est une grande capacité d'adaptation. Le truc en particulier n'a pas d'importance pour moi. Parce que je vais juste trouver le moyen de le faire. Si tant que ça me tient à cœur. Et je pense que c'est le truc, par-dessus le truc, que ça me tienne à cœur. C'est tout. Ah, c'est tout. Donc, je pense qu'on va arrêter pour cette session. D'accord. Ok.